monde. Merci de cette invitation dans ce lieu magnifique. Voilà, je regrette d'être arrivé plus tôt et de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin, mais du coup, je serai moins fatigué que vous, je pense. Mais merci encore pour cette invitation. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est dans le cadre de cette réflexion sur la géopathie, je vous propose ce matin d'intervenir en tant qu'historien de l'environnement et de raconter comment, comme historien, je pense la question des récits et comment ces récits pourraient être renouvelés, repensés à nouveau frais par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on pourrait éventuellement appeler géopathie. Alors, dire qu'il faut de nouveaux récits, on l'entend beaucoup depuis des années, ça prend souvent la signification de produire de nouveaux imaginaires. Je vais le prendre dans un sens un petit peu différent, c'est que pour l'historien que je suis, quand on parle de récits, c'est raconter des histoires, et il se trouve que le mot histoire en français, eh bien, n'a pas séparé ces deux sens qui sont séparés en anglais. En anglais, il y a le mot story et history, alors que le mot histoire en français dit à partir de la même racine que c'est un double outil. C'est un outil à la fois rhétorique, c'est-à-dire un instrument de séduction, de conviction, qui a donc une partie de l'histoire est liée, y compris à des récits faux, et liée à des preuves dans les tribunaux. Et d'un autre côté, l'histoire vient dire que c'est un instrument heuristique de véridiction, un outil de connaissance. Et c'est quelque chose qu'on trouve dès la Grèce antique, où le mot ou l'invention de l'histoire se fait au confluent de trois choses, qui sont l'art de l'orateur, qui sont l'art du médecin, puisque le médecin, c'est celui qui est capable de comprendre une maladie sans ouvrir le corps à l'époque, et qui travaille à partir de traces. Et enfin, l'art du juge, qui doit prendre une décision en ayant des preuves qui sont mises en récit. Donc voilà comment donc c'est-à-dire que dans le sens que je vous propose ce matin, c'est que eh bien, ces récits, cette nouvelle manière de raconter des histoires doit tenir ces deux choses, l'heuristique et le rhétorique, et dans un contexte où les enjeux sont devenus particulièrement aigus, puisqu'il s'agit à la fois de documenter des nouvelles conditions d'existence, documenter de nouvelles conditions d'existence dans ce monde dont on parle depuis que vous êtes ici, qui est au confluent du changement climatique, de la géochimie, de l'écologie. Et puis d'un autre côté, faire du commun qui est un sens politique. Et je n'ai pas besoin de dire quel est cet enjeu aujourd'hui en ce moment. Je vous propose d'organiser en trois temps. Dans un premier temps, je vais expliquer comment l'histoire environnementale a renouvelé la question des récits et des histoires. Comment elle l'a renouvelée et comment elle doit elle-même se renouveler aujourd'hui. Parce que cette histoire environnementale, elle est née dans les années 1970, elle a presque un demi-siècle, et donc, bien évidemment, les questions géopathiques qui sont les nôtres aujourd'hui, de l'anthropocène, du changement climatique, n'étaient pas les siennes à ce moment-là. Ensuite, puisqu'il faut, après cette méthode existante, il faut ensuite des ressources, et donc je vous proposerai d'étudier comment de passer au trièvre, et d'étudier comment de revenir sur la géographie du trièvre, comment elle a été écrite, la géographie et l'histoire, et ce que j'appelle un langage géographique, qui a été capable de construire une géographie républicaine et émancipatrice, qui a tenu à un moment, qui n'a peut-être sans doute jamais existé dans sa forme parfaite à laquelle tout le monde aurait cru, bien évidemment. Comme tout langage, il y a une part d'arbitraire, d'ambiguïté, mais néanmoins ce langage a existé. J'expliquerai ensuite pourquoi ce langage s'est effondré. Et enfin, dans un troisième temps, qui sera plutôt collectif, eh bien, je vous propose de réfléchir sur ce qui pourrait être, comment est-ce qu'on pourrait créer un nouveau langage qui fasse tenir ensemble tous les êtres, toutes les entités qui habitent un territoire, et jusqu'à former quelque chose qui pourrait être un corps politique. Alors, dans un premier temps, comment l'histoire environnementale a-t-elle proposé de nouveaux récits?
J'irai assez vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dessus, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers, je vous rappelle les grands principes. D'abord, qu'est-ce que c'est l'histoire environnementale? L'histoire environnementale, je dirais que c'est 5 principes, très simples. Le premier, c'est d'abord repeupler le social. Repeupler le social, ça consiste à raconter des histoires dans lesquelles eh bien, les acteurs n'étaient pas simplement des êtres humains. Les acteurs ne sont pas simplement des êtres humains, et donc c'est quelque chose que je fais depuis des années avec mes étudiants. Je leur dis sur n'importe quoi, eh bien c'est de raconter une histoire dans laquelle il y ait des lapins, des masses d'air, de l'eau, des microbes. Et bien évidemment, c'est un déplacement considérable de la façon dont on a l'habitude d'écrire l'histoire, et encore de la manière dont on l'enseigne. Vous pouvez prendre, pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez prendre le programme scolaire aujourd'hui, eh bien l'histoire est toujours, c'est l'histoire qui est enseignée, une histoire faite par des humains pour des humains. Et donc bien évidemment, ça rend un petit peu difficile de comprendre ce que serait un monde commun entre tout un tas d'entités. Repeuplement social. Deuxième principe de l'histoire environnementale, ça a été d'introduire entre toutes ces entités l'idée qu'il y a entre elles non pas une harmonie, mais des asymétries et des rapports de force. Des asymétries et des rapports de force. Ces asymétries et ces rapports de force, ça s'explique parce que l'histoire environnementale est née dans le contexte de la mobilisation contre la guerre du Vietnam. Et donc ceux qui l'ont créée dans les années 1970, eh bien, avaient été forgés par la prise de conscience que l'impérialisme américain était aussi un impérialisme écologique. Et que dans ce contexte qui était les manifestations pour les droits civiques, eh bien, il y avait ce qu'ils allaient faire pour les non-humains, c'était exactement ce qui avait été fait pour les Afro-Américains, pour toutes les minorités. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe au même moment lorsqu'on naît la philosophie de l'environnement, au même moment que l'histoire environnementale. John Bert Callicott dit qu'il a eu l'idée de créer l'histoire de la philosophie de l'environnement à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. Pour lui, c'était le même combat qui se prolongeait dans ce rapport avec les non-humains. Troisième chose, c'est de faire tenir ensemble des changements environnementaux et des changements sociaux. Ce qui là aussi est une différence de méthode considérable, parce que d'habitude, eh bien, on fait bouger simplement un des éléments de la réalité. Et lorsqu'on fait bouger l'un, on a tendance à immobiliser l'autre. C'est une belle formule d'Harald Welzer dans Les guerres du climat. Il dit, le problème que l'on a, c'est que finalement, c'est comme si on avait, dans la manière de comprendre la réalité, c'est comme si on avait 2 trains qui avançaient en parallèle, sur 2 voies. Et le problème, c'est quand on est dans un train, eh bien, on a l'impression que ce train-là ne bouge pas, et que c'est simplement celui d'en face qui bouge. Et du coup, eh bien, les écologues ne voient pas bouger la société, et les sciences sociales ne voient pas bouger le monde, la nature entre guillemets. Et donc ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Il faut que les deux bougent en même temps, et c'est d'ailleurs la consigne très simple que je donne à mes étudiants. Quand vous commencez à raconter votre histoire, puisque c'est l'exercice que je leur donne, raconter une histoire autrement, essayez dès le départ de faire bouger les 2 choses. Si vous parlez du requin, eh bien je veux que ce soit un vrai requin, qui se déplace, qui appartienne à telle espèce, qui soit en interaction avec tel type de poisson, qui soit dans telle mer, qui a telle température. Je ne veux pas juste un requin de carton-pâte. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile. 4e principe de l'histoire environnementale, ça consistait à parler pour ceux qui ne parlent pas. Et c'est là qu'il y a un petit point de distinction par rapport au mouvement pour l'ensemble des minorités dans les années 1970, c'est que toutes les autres minorités pour lesquelles eh bien, ces mouvements se mobilisaient, ça consistait à leur donner la parole. Or, ce qui s'est passé pour l'histoire environnementale, c'est que ça consiste à parler pour ceux qui ne parlent pas, ou alors pour ceux qui ne parlent pas directement. Et pour leur donner la parole, il faut des outils de description, il faut des capteurs, il faut de la science, il faut des infrastructures. Et là, il y a une tension très intéressante dans l'histoire environnementale, puisque finalement, parler pour ceux qui ne parlent pas, c'est quelque chose qui a fait surgir un type de parole assez particulier, assez prophétique, il faut le dire. Parler pour les invisibles, parler pour les silencieux. Et avec une exigence de méthode qui est qu'il faut toujours dire d'où on parle et avec quels outils on fait parler ces êtres-là. Et là, il y a une sorte de ligne de crête
qui est plus ou moins assumé de manière explicitée, de manière rigoureuse. Enfin, cinquième élément, faire l'histoire environnementale, c'était une forme d'engagement, ça l'est toujours. Et là, c'est important, c'est une très grande différence entre ce qui se passe en France dans les années 1970 et ce qui se passe aux États-Unis dans les années 1970. Aux États-Unis, dans les années 1970, la question environnementale, sur le plan scientifique, est une question éminemment politique, très engagée. C'est le cas de tous les historiens de l'environnement. Alors qu'en France, dans les années 1970, c'est le moment, et c'est tout à fait intéressant pour comprendre le Trièvre, c'est le moment dans les années 1970 où ce pays qui, dans les 30 Glorieuses, veut se moderniser le plus vite possible pour rester une grande puissance, eh bien, considère que l'environnement, c'est une sorte de longue durée, quasi immobile, qu'il s'agit de patrimonialiser au moment où on bétonne de partout. Au moment où on construit les autoroutes, au moment où on construit les stations balnéaires, les stations de ski. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, hein, ce sont les mêmes personnes qui font les deux. Le conservatoire du littoral en 1975 est pensé par les gens de la DATAR, qui dit parce qu'il faut moderniser le territoire, il faut qu'il y ait sous cloche des endroits où on ne va pas toucher et où on va préserver. Ce qui fait que la question environnementale, eh bien, en France, dans les années 1970, c'est à la fois patrimonial, du temps long immobilisé et technocratique. D'où la grande méfiance des sciences sociales à ce moment-là, est quelque chose qui a été raté pendant presque une génération, puisqu'il a fallu attendre, Bruno Latour, etc., pour que cette question naisse. Mais ça explique pourquoi, parce que si vous prenez des gens comme Bourdieu, comme Foucault, même Leroy-Ladurie, ils ont totalement, ce qui était sur des bords tout à fait politiques, tout à fait différents, ils ont refusé cette question-là, qui était pour eux une trahison de la question sociale, et qui est quelque chose de suspect. Parce que c'est vrai que le mot environnement était un mot technocratique. Voilà. C'était les pathologies de la modernité. Il s'agissait de soigner les pathologies d'une modernité qu'on ne remettait pas en question. Donc voilà ce qu'est l'histoire environnementale. Alors après, deuxième remarque dans ce premier point, c'est que, eh bien, comment est-ce que Gaïa se situe, comment est-ce que l'histoire de l'environnement se situe par rapport à Gaïa et par rapport à ce débat qui a été lancé hier. Je dirais que le positionnement est assez ambigu si je reprends ces 5 points. Le premier point, repeupler. Si Gaïa s'est repeuplée, eh bien, c'est quelque chose qui marche très bien et on peut considérer que ce moment géopathique ou gaïesque, c'est une extension supplémentaire du programme de l'histoire environnementale. L'histoire environnementale ne s'est quasiment pas, jusqu'à maintenant, préoccupée de microbes, d'insectes, de circulation souterraine des eaux, de cycles biogéochimiques, et on pourrait dire que c'est une extension, c'est un enrichissement continu tout à fait bienvenu. Deuxième élément, les rapports de force. Eh bien, vous voyez que là, il y a une sorte de tension qui naît, parce que entre rapport de force et asymétrie d'un côté, et de l'autre côté, Gaïa comme autorégulation. Et on a bien vu aujourd'hui, hier, avec la figure de Lovelock, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambiguïté politique, une sorte de figure qui est libérale d'un système autorégulé, ou est-ce qu'il est plus proche des grandes entreprises, ou est-ce qu'il est plus proche des luttes sociales, qui sont du côté de la symétrie et des rapports de force. Vous voyez bien qu'il y a deux chemins différents qui s'ouvrent. Troisième élément, le changement social et le changement environnemental. Là, il y a une tension aussi qui apparaît, parce que ce moment qui est celui du changement climatique planétaire, c'est un moment dans lequel, eh bien, le changement social ne comprend pas ce qui est en train de se jouer à un niveau supérieur de l'histoire. Et c'est toute la question qui a été lancée par Dipesh Chakrabarty, qui est de dire, est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé? Est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé en pensant que la lutte des classes était le moteur de l'histoire, alors qu'en fait les choses se jouent à un niveau supérieur, la planète, le climat. Alors à partir de là, il y a plein de réponses qui ont été apportées, certaines sont très sophistiquées, d'autres relèvent presque de l'argutie. Vous voyez bien qu'il y a quand même une tension, mais c'est une tension qui en même temps est au cœur du marxisme. Il y a toujours cette tension constitutive, c'est-à-dire celle d'une histoire qui est faite par des êtres humains, mais qui ne comprennent pas l'histoire en train de se faire, à moins qu'on les éclaire sur ce procès historique. Donc ça réinstalle ce débat.
Quatrième point, la question de l'engagement. La question de l'engagement, on pourrait dire, eh bien, pour l'histoire de l'environnement, c'est le programme initial, ça ne pose pas de difficulté. C'est en réalité un petit peu différent, parce que l'engagement autour de l'Anthropocène et autour de l'Anthropocène s'est constitué à partir d'un événement qui casse l'histoire et qui introduit une rupture, qui introduit une sorte de césure définitive. D'où le thème de l'effondrement, de la bifurcation. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les historiens, leur pose beaucoup de difficultés parce que la chronologie, la date, eh bien, c'est une sorte de convention un peu arbitraire, mais qui sert à organiser des césures dans un récit général. Et en tout cas, l'histoire n'est jamais constituée autour de la coupure entre un avant et un après, mais c'est toujours une articulation entre passé, présent et futur. Et donc là aussi, il y a une tension qu'il faut régler. Et cette tension, elle pose des problèmes aussi d'organisation de la science, qui sont tout simplement celles de la cumulativité. Est-ce qu'il y a toujours une cumulativité du savoir, si on considère que ce que nous vivons aujourd'hui est tout à fait unique, et qu'aucune société ou aucun autre moment historique n'a vécu ça? Est-ce qu'on peut encore apprendre de l'histoire? Ce sont des questions extrêmement importantes. Je dis cela pour expliquer aussi mon positionnement, pour expliquer comment, comme historien de l'environnement, eh bien, je n'ai pas été très influencé par le moment Gaïa, non pas parce que je n'en percevais pas l'importance philosophique, conceptuelle, politique, mais disons dans mon travail d'historien, c'est quelque chose qui se raccrochait assez peu, puisque c'est un ensemble de niveaux qui avait peu de rapport avec ce que je faisais. En revanche, le lien s'est fait quand, à partir du moment où ces transformations ont commencé à atterrir, donc le moment où atterrir, eh bien pour moi la connexion s'est faite, plus le moment zone critique, parce que les deux sont dans quelque chose qui est singularisé dans la diversité phénoménale du monde. La tâche de l'historien étant de comprendre le monde à travers ses différences, plus qu'à travers ses ressemblances. Et donc dès qu'on localise, et dès qu'on a un gradient de différence, de rapport de force, de jeu d'échelle, c'est quelque chose qui, pour l'historien, eh bien, peuvent tout à fait nourrir son travail. Et dans Gaïa, il y a autre chose, tel que, par rapport à ce que disait Sébastien hier, je rajouterais, c'est que dans le Gaïa de Bruno Latour, il y a Gaïa comme puissance d'historicisation et comme puissance d'agencement. C'est-à-dire que l'histoire se remet en marche, c'est très net, mais une histoire qui n'est plus orientée, dont l'intelligibilité n'est pas forcément évidente, mais là, à partir de là, il y a un point de contact, il y a cette puissance d'historicisation, parce qu'elle agence, elle crée des chaînes d'interdépendance et des chaînes d'attachement qui sont tout à fait nouvelles. Alors, troisième remarque, vous voyez, de ce premier ensemble, arrivons maintenant au moment de qu'est-ce que ça voudrait dire, reprenant tout ceci, ces défis, ces ambiguïtés, ces tensions, de raconter des histoires autrement. Là aussi, je rappelle des éléments de méthode qui ont été publiés ailleurs. Raconter des histoires, c'est suivre 5 principes. C'est dans la poétique d'Aristote pour les 3 premiers, repris par William Cronon a repris ça. Je vous invite à lire le livre de William Cronon que j'avais publié en français qui s'appelle Nature, Histoire, Récit, aux éditions du Dehors. Ce sont l'essentiel de ses articles, il a écrit très peu, et vous avez vraiment tout ce qu'il a bâti sur qu'est-ce que c'est raconter une histoire en historien de l'environnement, et vous avez cette reprise d'Aristote. La première chose, je dis ça parce que par rapport à l'atelier qu'on aura cet après-midi et par rapport au moment de réflexion collective, première chose, raconter une histoire, c'est ordonner des éléments dans le temps, en les faisant se succéder, et en sous-entendant que cette succession dans le temps vaut pour des liens de causalité. Je dis en sous-entendant parce que l'histoire étant un instrument rhétorique, eh bien il est très facile d'avoir des liens de causalité qui ne sont pas démontrés et qui sont simplement sous-entendus par une force rhétorique. Braudel le fait constamment dans la Méditerranée, tous les historiens le font. Et là aussi, il y a un élément de tension. Mais en tout cas, c'est l'outil de connaissance en ordonnant dans le temps.
Deuxième, et ça c'est, comment dire, c'est important aussi d'ordonner dans le temps, parce que là vous avez un outil qui est extrêmement puissant, vous verrez, je l'utiliserai pour le TRIEF tout à l'heure, c'est que quand on est face à une question écologique, c'est extrêmement intéressant de regarder à un autre moment dans le temps, sur un territoire, comment les choses étaient pensées, organisées, quelle matérialité elles avaient. Et c'est quelque chose que je pratique très régulièrement avec mes étudiants. On se rend compte que des blocages, des verrous conceptuels qu'on peut avoir aujourd'hui, eh bien, s'ouvrent parce qu'à d'autres époques, eh bien, les questions n'étaient pas du tout formulées de la même manière, les agencements n'étaient pas du tout les mêmes. Et de choses qu'on croit être des blocages s'ouvrent comme ceci. Il y a dans l'histoire quelque chose qui relève d'une pensée du dehors, non pas une pensée du dehors par une société lointaine dans l'espace, mais en utilisant des sociétés lointaines dans le temps, et en se rendant compte des choses dont nous, on n'arrive pas à se débarrasser, qui nous bloquent, eh bien, peuvent être agencées de manière tout à fait différente. Deuxième principe de raconter une histoire, c'est que toute histoire a un début et une fin. Même si on n'a pas de marqueur temporel, même si on ne commence pas par son histoire en disant « aujourd'hui à 5 heures la marquise est sortie », eh bien néanmoins, il y a des marqueurs temporels et on installe un début et une fin. Ce qui veut dire que dans toute histoire, il y a une morale qui est cachée. Il y a un sens de l'histoire. Et là aussi, c'est une tension parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut comment négocier entre une morale de l'histoire qui est séductrice, au risque de la simplification, et puis des formes de modalités de temps historique qui sont peut-être beaucoup plus complexes et qui vont même contre ce que l'on pourrait penser, mais qui sont plus justes scientifiquement. Je donne un exemple très simple. L'histoire orientale s'est construite au départ comme une histoire, c'était la première génération, comme l'école tragique de l'histoire orientale, ne racontait que des histoires de destruction, de disparition d'espèces, etc. Et rapidement, au fur et à mesure où le champ s'est construit scientifiquement, eh bien, c'est devenu quelque chose de tout à fait différent, en montrant que rien dans cette histoire orientale ne ressemblait à une flèche allant vers le bas de manière continue vers une disparition. Comment il n'y avait même rien qui ressemblait à une flèche, comment il n'y avait rien qui même ressemblait à des cycles, et comment il y avait des histoires beaucoup plus complexes, dans lesquelles, eh bien, finalement, les méchants existaient, mais les bons aussi étaient partie prenante d'un récit transformant, ayant un impact considérable sur tout un tas d'entités non humaines et très négatif, mais sans le savoir. Comment un territoire ou un lieu avait fortement impacté ou endommagé pouvait très fortement recouvrer et avoir une forme de résilience, même si j'aime pas beaucoup le mot, et comment même tout ce qu'on appelle nature n'a rien de nature, et en fait le produit d'une interaction extrêmement complexe entre des sociétés humaines et un ensemble humain. Ce qui d'ailleurs a donné lieu à des controverses très fortes en histoire orientale en disant est-ce que là on ne s'engage pas sur quelque chose qui est dangereux? Est-ce que si on commence à dire qu'il n'y a rien qui n'ait été transformé par les êtres humains, et que par leur présence, les êtres humains, et par la façon dont ils transforment la nature, peuvent la rendre plus complexe, meilleure, est-ce qu'on ne risque pas de justifier toutes les formes de transformation? Où est-ce qu'on met le curseur? Voilà. Donc ça, c'est un ensemble de débats. Troisième chose, raconter une histoire, c'est inclure et exclure. C'est chez Aristote, c'est ce qu'il appelle le horos. Ils disent une histoire, c'est une étendue, effectivement. Et on peut être le plus intentionné du monde, il n'empêche que l'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ce que William Cronon appelle un rasoir rhétorique. C'est-à-dire qu'on découpe le monde avec un rasoir, et dans son histoire, eh bien, il y a des êtres qui sont inclus et d'autres qui sont exclus. Et donc, raconter une histoire, c'est faire des choix, c'est exercer un pouvoir. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que la réflexivité, c'est la façon dont on, comme être humain, on exerce un pouvoir en racontant des histoires. Même si on est bien intentionné, même si on veut être inclusif, et même si on veut raconter des histoires qui vont dans le bon sens. Enfin, quatrième chose, c'est raconter une histoire, c'est toujours raconter une histoire à quelqu'un. Ça, ce n'est pas chez Aristote, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'Aristote se méfiait de l'histoire,
Il considérait que l'histoire était quelque chose de dangereux, parce qu'il considérait que la poésie était scientifiquement beaucoup plus robuste que l'histoire, parce que, disait-il, l'historien ne fait rien d'autre que d'assembler des matériaux qu'il n'a pas produits et qu'il n'a même jamais vus, hein, et il produit du mythe, il produit du faux. Et il s'en méfiait beaucoup. Donc, il mettait cela de côté, mais raconter une histoire, c'est effectivement raconter une histoire à quelqu'un, et on sait très bien que même une histoire qui n'aurait jamais donné à lire, comme un journal intime, le journal intime quelque chose qui naît dans sa forme, comment dire, ce qu'on appelle les journaux intimes des demoiselles autour des années 1850, qu'on peut dater, même un journal intime, eh bien finalement on l'écrit en rêvant à un être qui existerait quelque part dans le monde et qui pourrait me comprendre, moi comme un être unique, moi comme un moi, et c'est cela. Et donc, raconter une histoire, ça veut dire que forcément on crée des liens, on fait communauté, hein, dans le sens anglais, qui traduit en français donne des choses tout à fait différentes. On crée des liens sociaux, et c'est un outil extrêmement puissant. Enfin, une dernière chose, c'est que raconter une histoire, et ça c'est pas chez Cronon, c'est quelque chose qui est un point aveugle à mon sens, c'est toujours raconter une histoire depuis un lieu, hein, c'est-à-dire d'où je parle et comment est-ce que je construis des outils de véridiction qui rendent ma parole vraie. Et là c'est quelque chose aussi, on touche au pouvoir de l'histoire, à ses ambiguïtés aussi. Et je pense, dans un texte qui paraîtra fin août, qui est une histoire de la pensée écologique, l'essai qu'il ouvre, qui s'appelle « Une écologie sans histoire », c'est quelque chose, je pense, qui est une des grandes ambiguïtés, comment dire, de la parole écologique, qui a une dimension prophétique, qui trouve ses racines, c'est ce que j'explique, dans le puritanisme qui a créé les États-Unis au XVIIe siècle. Voilà. Mais il faudrait plus de temps pour en parler. En tout cas, chez Cronon, dans cette histoire environnementale américaine, c'est très états-unien, hein, et on peut inventer d'autres manières de faire. Alors voilà pour le cas. Une fois qu'on a dit ça, cette méthode, vous voyez bien que l'histoire environnementale elle-même, quand on parle de géopathie aujourd'hui, eh bien, elle doit profondément se renouveler, se transformer, parce qu'elle est face à des défis qui n'étaient pas les siens tels qu'elle a été créée. Il s'agit d'avoir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, et donc je ne vais pas proposer d'en rester là en disant « mais l'histoire orientale sait faire et elle est déjà tout fait ». Absolument pas, je vois vraiment ça comme un moment de bascule et de transformation. Alors pour ceci, il faut des ressources. Pour raconter des histoires, il faut des ressources, il faut des matériaux. Sachant que dès qu'on mobilise des ressources, des matériaux, qu'il s'agisse d'archives, de sources, de capteurs, de tableaux, eh bien, on est face à des matériaux qui créent eux-mêmes des effets de réalité. Et il s'agit toujours d'interroger la façon dont ils ont été produits, dans quel contexte et comment. Et d'ailleurs, souvent, ces effets de réalité en disent autant que la réalité qu'ils décrivent, parce que même ils construisent ce réel. Je vous propose donc de passer maintenant dans un deuxième temps, hein, sur le Trièves. Alors vous êtes peut-être tous, pardon, je vais peut-être dire des banalités, peut-être tous que vous connaissez très bien la géographie du Trièves. Voilà, donc pas beaucoup, alors tant mieux. Et je vais, expliquer comment, je vais revenir sur l'histoire de la géographie du Trièves et la géographie du Trièves, ce mélange histoire et géographie, en montrant comment les ressources que l'on a à disposition, c'est-à-dire tout simplement ce qui est publié, grosso modo, entre la fin du XIXe siècle et les années 1960, puisque ce qui est publié après devient autre chose. Entre la fin du XIXe siècle et les années 1960, vous avez un langage géographique qui est une géographie républicaine, qui a un langage qui avait une capacité à faire tenir ensemble tous les êtres, humains et non humains, qui peuplaient un territoire. Et comment ce langage s'est défait à partir des années 1960, et s'est même perdu jusqu'à devenir incompréhensible, ce qui nous oblige aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de ce travail collectif que l'on a, à inventer un autre langage, parce qu'on ne peut pas le ressusciter.
Mais néanmoins, il est important de passer par là pour comprendre ce qu'a été ce langage et comment il faisait tenir les choses. Alors, ce que je vais dire, j'aurais pu raconter ça en passant par l'histoire de la discipline géographique. Je l'ai fait à d'autres moments que vous trouverez en ligne, notamment des conférences, à l'UMA. J'ai choisi plutôt de partir sur quelque chose de très localisé, qui est le territoire selon lequel on est, le Trièves. Je ne vous donnerai pas toutes les références bibliographiques, mais un certain nombre viennent tout simplement de la revue de géographie alpine, et notamment d'un très gros article qui est presque une thèse, un article de Charles Robquin, publié en 1922, Le Trièves, études géographiques, dans la revue de géographie alpine, un gros article qui fait 130 pages. Alors, quel était ce langage géographique et comment est-il défini? Première caractéristique, c'était un langage géographique qui reposait sur la singularité des êtres géographiques. Ça consistait à identifier des unités géographiques qu'on appelait des pays ou des régions. Le Trièves en est une, d'où ce titre, Le Trièves, études géographiques. Et la première chose qui est tout à fait fascinante dans cet article, qui peut sembler, c'est quelque chose qu'on a perdu, il explique pourquoi le Trièves existe. Qu'est-ce que c'est le Trièves et pourquoi il existe comme une réalité géographique et humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Trièves existe comme une singularité géographique? C'est d'abord partir du cadre physique. Le cadre physique, dans cette géographie-là, c'est ce qui donnait la stabilité. Je vous lis, quand il commence cet article, on sent, et donc il part de Grenoble, ou alors on vient du sud, qu'on vienne du sud ou qu'on vienne du nord, on sent que l'on quitte un pays pour en gagner un autre. Donc on change de singularité géographique, on quitte le Grésivaudan pour entrer en Trièves. Des horizons insoupçonnés jusqu'ici apparaissent, les paysages se transforment, vaste terrasse s'apparentant à celle qu'étale le Beaumont sur la rive droite du Drac, une bise froide vous assaille, d'autres relations humaines s'établissent et bientôt prédominent, fortifiées par la création des routes modernes. Il installe, voilà d'ailleurs c'est un élément de rhétorique géographique. Qu'est-ce que c'est ce cadre géographique, ce cadre physique? C'est la dépression du Trièves. La dépression du Trièves, et tous les articles procèdent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils combinent des raisons génétiques et historiques. Donc on commence par la génétique. La génétique, qu'est-ce que c'est? C'est les formes du relief. Eh bien, le Trièves, ça commence par cette importante fracture qui sépare la masse de Glandas du reste du Vercors. Donc, il y a une fracture qui sépare le Vercors de cette dépression. Donc, on installe la structure, mais il y a aussi la génétique des formes du relief. Et là, dans un deuxième temps, il fait intervenir, dit-il, eh bien, à la fin du Pliocène, le Trièves est vraisemblablement constitué dans ses traits généraux. Il n'en va pas de même pour les détails de sa morphologie. Donc le relief, les traits généraux. Les détails de la morphologie, ce sont les processus. Et là, c'est ici, dit-il, eh bien, le Trièves est né des phénomènes glaciaires. Des phénomènes glaciaires qui ont fait cette dépression en plusieurs temps. D'abord, vous avez, je ne rentre pas dans les détails de la datation, mais d'abord vous avez un fleuve de glace qui a envahi cette partie-là et qui a déposé, qu'il a rempli d'une boue de couleur terre que l'on trouve. Ensuite, vous avez la décrue de ces glaciers, la décrue vurmienne, c'est celle qui crée les dépôts des hautes terrasses et les grands cônes. Puis, vous avez le réseau hydrographique qui vient se poser dessus, qui commence à creuser, et un creusement qui s'accélère jusqu'à donner le dénivelé, la morphologie que l'on connaît aujourd'hui, puisque ce réseau hydrographique doit combler le dénivelé qui le sépare de la vallée du Drac. Et donc, là on comprend tout de suite le Trièves, ce territoire dans lequel on est. Qu'est-ce que c'est pour ce géographe qui écrit en 1922? Il dit « Le Trièves, c'est ce contraste entre les vallées étroites, sinueuses, profondes, et les formes très molles, souvent horizontales, qui les séparent, qui est le trait saillant de la topographie du Trièves. » Donc le contraste entre les vallées étroites et ces formes molles saillantes. C'est ce que vous avez vu dans cette lecture de paysage que vous avez faite, hier.
Et vous avez les barrières montagneuses qui entourent cette dépression, qui l'enserrent et qui créent un monde qui est, un monde qui est presque fermé sur lui-même, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que comme l'explique ce géographe, ce monde, cette dépression qui est entourée de reliefs, en réalité, pendant des siècles, sur la très longue durée, ces reliefs ne fermaient pas, parce qu'au contraire, ils constituaient des cols et les orientaient les relations. Et donc, de fait, disait-il, le Trièves était très bien connecté, notamment par le col de la Croix-Haute, qui est au sud, de Cornillon, était un passage très commode et presque constamment praticable de la vallée de l'Hébron vers celle du Bioche et de la Durance. Au sud-ouest, on accédait régulièrement dans le Diois. Et dit-il, ce Trièves, c'est une unité qui est nourrie par le vin qui vient du sud. Et d'ailleurs, jusqu'au début du XIXe siècle, le Trièves dépend de l'évêché de Die. Et il est bien rattaché au sud. Donc ça, c'est la singularité géographique. Deuxième chose, c'est que le Trièves, cette singularité géographique, donc si je résume, le cadre physique donne la stabilité, les hommes en précisent les contours, les hommes en précisent les contours en les faisant bouger. Ce sont les communications, les voies de communication qui fait que ce n'est pas fermé. Et enfin, il y a un dernier élément que j'ai, qu'il ne faut pas que j'oublie de citer dans cette singularité de l'être géographique, c'est que cet être géographique est aussi un corps politique, très profondément. Et dans cet article de 1922, vous avez les remerciements qu'il y a au début, et que vous retrouvez dans toutes les thèses d'état de géographie de ces années-là, dans tous les travaux. Qui remercie-t-il? Il remercie d'abord le professeur d'université, parce que chaque région avait un universitaire qui a fait sa thèse sur la région. Ici, c'est Raoul Blanchard. Raoul Blanchard, professeur, à l'époque, en 1922, il était professeur à Montpellier avant d'être professeur à Grenoble. Et la France était divisée comme ça en entités. D'ailleurs, l'histoire même fonctionnait comme ceci. Il y avait, dans les années 1960, l'histoire sociale était faite évidemment par Fernand Braudel, mais il y avait un deuxième personnage un peu moins connu du grand public, mais qui était aussi puissant, sinon plus que Braudel, c'était Ernest Labrousse, qui tenait la Sorbonne. Ernest Labrousse qui était connu par son maître-livre « Esquisse du mouvement des prix au XVIIIe siècle », qui était la Bible de tous les historiens pendant plusieurs décennies, un peu aride, mais très important. Et Ernest Labrousse, il avait dans son bureau, il avait une carte de France. Et quand quelqu'un venait le voir pour faire une thèse, il disait tiens, il y a un département qui n'a pas été fait, vous allez faire ce département-là. Et chaque historien faisait un département. Et ça constituait un corps politique, vous voyez bien un corps. Dans ce corps politique, donc, il y a le professeur de l'université. Ensuite, juste après, très important, il y a le professeur de lycée. Je remercie le professeur de géographie au lycée de Grenoble qui lui a aidé en faisant des excursions dans le Trièves, en dessinant la géographie physique. C'est-à-dire chaque professeur de lycée a agrégé lui-même un élément de cette constitution de savoirs locaux, publie des articles dans les revues locales, etc. Après, il remercie l'archiviste départemental, évidemment. Ensuite, après, il remercie messieurs les instituteurs et messieurs les maires. Et vous voyez cette formule qui unit les instituteurs et les maires. Et là, vous avez un édifice, un corps politique. Pourquoi? Parce que la République française s'est constituée à partir de l'idée une diversité qui devient une unité. C'est-à-dire la République, c'est une unité de la diversité des singularités géographiques qui sont mises ensemble par la République et un langage qui est à la fois capable de décrire et de constituer un commun avec des mythes historiques, avec des formes de représentation, etc. Et c'est tout ceci qui se défait bien évidemment. Alors, donc ça c'est la singularité. Deuxième grande caractéristique de ce langage, c'est, et ça se constitue souvent comme ça. La deuxième chose que l'on voit dans toutes ces publications, j'ai beaucoup lu avant de venir tous ces articles anciens que j'aime beaucoup, il apparaît que le Trièves, c'est un ensemble mal défini, car il a une série de caractéristiques qui ne sont jamais très bien fondées, sauf les hommes,
Au final, ce qui fait l'unité du Trièves, ce sont les hommes qui l'ont peuplé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Et je dirais que cette manière de faire rhétorique, on la trouve beaucoup dans ce langage géographique. Finalement, on pose une singularité géographique, mais en même temps, on montre qu'elle n'est jamais très très bien définie, puisque là, les frontières en ont bougé, il y a une hétérogénéité, etc. Et c'est un moment très important. Alors, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, ce qui est dit, c'est que le Trièves présente des traits physiques intermédiaires. Le Trièves est des traits physiques intermédiaires, pourquoi? Parce que c'est à la fois un pays de montagne, par son altitude et la barrière qui le domine, et en même temps, il a de la plaine, c'est un pays de plaine, par les amples nappes alluviales, par les larges surfaces molles, propices aux établissements humains et aux cultures de céréales. C'est un pays fermé, entre des falaises escarpées du Vercors et du Dévoluy, et en même temps, c'est un pays qui est ouvert par les liaisons avec le Dauphiné et la Provence, et par ses communications. Comment dire, c'est donc à la fois une région close, facile à défendre, qui est isolée du nord, et en même temps une région qui est connectée. Et donc là aussi une mixité. Cette mixité du relief, on la retrouve dans la mixité du climat, où nous dit-il, eh bien, le Trièves, c'est à la fois des influences, c'est à la fois, comment dire, des températures qui peuvent être assez basses, des influences méditerranéennes parce qu'il y a un manque d'eau, et on retrouve le régime de précipitation de la Méditerranée. Le Trièves est en effet marqué par les Alpes méridionales. On trouve des éléments et c'est là qu'il fait intervenir la végétation. La végétation, en cet état, on dit le Trièves n'est pas un pays d'arbres. On trouve des plantes du sud, comme la lavande, parce que les cours d'eau sont trop encaissés pour permettre une irrigation. Et on trouve des éléments d'une vraie sécheresse qui l'apparente au bassin du Gapençais et du Diois. Donc le Trièves, finalement, c'est un ensemble physique incertain, avec des traits contradictoires, ce qui explique qu'il n'a pas une économie rurale bien déterminée. Le Trièves fait un peu de tout, parce qu'il n'a pas d'aptitude très nette. Le sol n'est pas vraiment trop riche, donc il ne peut pas spécialiser. Il y a, ce n'est pas tout à fait une région de montagne. En même temps, il doit compter sur lui-même. C'est le particularisme de centre protestant. Enfin, un dernier élément qui montre cette imprécision, vous avez le passage qui est dans toute cette géographie, dans ce langage, puisque ce langage, il est capable de descendre en singularité, toujours, jusqu'à la forme des villages, et s'interroge toujours en disant une région, quelle est la forme des villages, la manière d'habiter ensemble, et quelle est la forme des maisons. Et le Trièves est caractérisé, là aussi, par quelque chose où il n'y a pas de règle générale. Ce n'est pas un pays de population groupée, mais c'est un pays, pas non plus d'éparpillement absolu. Ce sont des petites unités entre 10 et 20 maisons. C'est un pays d'insolation suffisante. Donc, dit-il, ce qui m'a étonné, dit-il, les termes Adréubac, la distinction Adréubac n'existe pas en Trièves. Il y a quand même des choses que l'on retrouve. Les villages sont tous situés à côté des basses terrasses, qui sont les sols les plus favorables, mais sans s'installer dessus, parce qu'il faut laisser sur les cultures, et donc ils sont tous localisés juste à côté des basses terrasses, dans les vallées intérieures, à l'endroit d'ailleurs où il y a des sources, et en étant tournés vers la pente, de telle sorte que tous ces villages regardent vers leurs champs. Et d'ailleurs, quand on est ici, on voit bien, on regarde vers les champs, il y a cette manière d'être tourné avec l'orientation et le soleil. Troisième élément de ce langage géographique, et c'est important pour bien comprendre en fait, tout ce qui s'est défait, c'est que c'est une géographie émancipatrice. C'est une géographie émancipatrice par la dialectique des conditions naturelles comme possibilité offerte. Et là, il y a un article tout à fait fabuleux, l'article de Raoul Blanchard, qui est le géographe de la région et de Grenoble, un article paru en 1941 dans la géographie alpine. Pourquoi Grenoble est devenue une grande ville ?
Alors pourquoi Grenoble est devenu une grande ville et qu'est-ce qu'il explique? Il explique d'abord, la première chose, il dit, il part du site, on part toujours du site, et des conditions naturelles. Dit-il, il y a, comment dire, il y a l'Isère, et si on prend l'Isère, et si on suit l'Isère sur 120 km, l'Isère est ce torrent qui est difficile à canaliser, au débit qui est extrêmement irrégulier, et qui passe son temps, comment dire, à bouger, qui est impossible à dompter. À un moment, au bout de 120 km, on arrive à un moment où l'Isère, de la confluence entre l'Isère et le Drac amène des dépôts qui poussent, qui accumulent de la matière sédimentaire, qui bloquent et qui créent un verrou et qui resserrent, qui compriment, l'Isère, et qui crée donc, c'est la naissance de Grenoble, un site de pont. Parce que, dit-il, Grenoble naît parce que c'est le premier endroit où l'Isère est domptée par les conditions naturelles. Il y a un resserrement qui peut permettre de créer un site de pont, non pas sur la rive droite comme c'est le cas habituellement, mais sur la rive gauche pour des raisons topographiques. Et donc Grenoble naît comme un site de pont qui permet de fixer d'abord une première fonction qui est la fonction commerciale, et puis ensuite à ceci s'ajoute la fonction administrative, l'évêché, les pouvoirs, etc. Donc, deuxième étape, donc là ce sont les conditions naturelles qui créent, qui créent les manières d'habiter la Terre d'une certaine manière. Deuxième étape de ce raisonnement de Blanchard dans cet article de 1941, mais il dit que ça ne suffit pas, à partir du XVIe siècle, Grenoble devient une grande ville industrielle. Grenoble devient une grande ville industrielle. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cela? C'est le textile, etc. Et là, il explique qu'il commence à dire que, comme géographe, il se trouve pris en défaut parce que les conditions naturelles ne permettent pas de l'expliquer. Grenoble a une industrie, une richesse, une population qui se développe, ce que l'on ne retrouve pas à Annecy, qui a pourtant des conditions à peu près similaires. Et donc, dit-il, est-ce que je ne me suis pas trompé complètement comme géographe? Est-ce que finalement ce ne sont pas les hommes qui font la réalité, qui font la géographie et non pas les conditions naturelles? Et c'est à ce moment-là que dans son explication, il fait intervenir le Trièves en disant que, au bout de quelques années, il s'est rendu compte, il est parti d'abord du connétable de Lesdiguières, qui dans les années 1590 est celui qui va créer l'industrie grenobloise. Mais, dit-il, Lesdiguières, c'est pas simplement, c'est un être un peu singulier, exceptionnel. Et dit-il, il dit à un moment en fait qu'il s'est rendu compte que Grenoble a été faite par les gens qui habitaient le Trièves, le Champsaur, toutes ces petites régions qui sont autour, c'est-à-dire que, et là, le langage est tout à fait étonnant pour nous. Je ne sais pas si je vais retrouver la citation qui n'est pas mise. Dit-il, en fait, qui sont ces gens qui habitent dans le Trièves? Il dit, ce sont un peu des montagnards, ce sont un peu des maquignons. Ils conservent leur argent, ils sont près de leurs sous. Ce sont des êtres assez durs. Mais surtout, dit-il, et c'est là que les explications, religieuses interviennent. En fait, dit-il, ce sont ces êtres durs, un peu montagnards, un peu frustes, en fait, qui sont marqués par des poussées de fièvre religieuse, qui tournent presque à un mouvement sectaire et qui leur permettent de sortir des cadres géographiques et de casser les verrous de la nature pour faire rentrer des forces nouvelles. Et dit-il, l'industrie grenobloise s'est développée à partir de gens qui sont venus de ces territoires, de ces terres-là. Et il prend trois exemples qui viennent du Trièves. Il prend trois exemples qui viennent du Trièves, qui sont Perrier, Claude Perrier, originaire du hameau de Perrier, commune de Saint-Baudy-et-Pipé, en Trièves. C'est lui qui, toute la lignée des Perrier, c'est la ganterie grenobloise. Ensuite, vous avez Xavier Jouvin, l'homme qui a adapté la mécanique dans les années 1840, permettant aux coupeurs de travailler plus vite, qui lui venait de Mins en Trièves, etc.
et il déroule ceci. Donc, autrement dit, et du coup, après, il revient à son schéma, comment dire, géographique, en disant finalement, eh bien, en réalité, c'est bien la géographie qui a créé les manières d'habiter, ces identités géographiques, parce que le Trièves, rappelez-vous, c'est ce pays indécis qui fait se rencontrer des mondes, les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Et donc Grenoble a été créé par ce site qui est bousculé par ces gens qui sortent et qui descendent, venus de ces petites entités, et qui font surgir la rencontre de deux mondes qui font ce dynamisme. Donc, vous voyez, c'est un discours qui est très fort parce que c'est un discours dans lequel à la fois il y a des attachements géographiques, il y a une réalité, mais en même temps c'est une sorte de dialectique, puisqu'à la fois on passe son temps à s'en émanciper et à s'y réattacher. Et bien évidemment, c'est toute cette géographie républicaine qui s'est défaite. Toute cette géographie républicaine qui s'est défaite. Comment, ce sera mon dernier point sur cette présentation du Trièves, eh bien ce récit dont je vous ai parlé se défait à partir des années 1960 avec la modernisation. Que se passe-t-il dans les années 1960 qu'on lit dans cette littérature géographique qui est plus vidalienne, c'est plus le même langage géographique, ce sont des articles postérieurs, jusque dans les années 1980-1990. Première nouveauté dans la modernisation, c'est que désormais c'est inversé, c'est Grenoble qui polarise le Trièves. Jusque-là, c'était le Trièves qui en quelque sorte polarisait Grenoble en descendant. Et là, désormais, c'est Grenoble qui polarise le Trièves, ce qui se traduit par une nouveauté, une transformation profonde des migrations. Pendant des siècles, le Trièves était une terre de migration, mais c'était des migrations saisonnières. On allait travailler jusqu'en Méditerranée, dans le sud, on colportait, on revenait, c'était des migrations temporaires, on avait plusieurs activités. Désormais, ce sont des migrations définitives, c'est-à-dire que les jeunes quittent le Trièves dans les années 1960, massivement, et ils vont s'implanter à Grenoble, ou dans les chemins de fer, ou dans l'administration française. Ils deviennent fonctionnaires, c'est les trois choses qu'ils font. Industrie à Grenoble, chemin de fer ou administration française. Du coup, le Trièves devient une terre de résidence secondaire. Ce qui n'était pas le cas avant dans ces migrations saisonnières. Il y avait des variations, mais il n'y avait pas quelque chose qui était les résidences secondaires. Autre nouveauté de ces années 1960, c'est que comme ce monde se défait, cette singularité géographique se défait avec la modernisation, eh bien, il y a le pays commence à rentrer, le Trièves commence à rentrer, comme toutes les régions rurales françaises, dans la patrimonialisation, dans ces temps de l'environnement dont je vous parlais, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Trièves? C'est un monde perdu, c'est un monde qui se finit. Pensez le livre de Henri Mandras en 1957, La fin des paysans. La France de ces années-là est obsédée par la fin des paysans. Et qu'est-ce qu'il reste de ces paysans, de ce monde perdu? Il reste en fait deux choses, les structures du paysage et les savoirs locaux, le folklore. En Trièves, ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit, cette patrimonialisation se traduit par les programmes qui sont lancés dans les années 1970 pour préserver l'habitat rural. Cet habitat rural qui a une forme particulière, les tables étaient à tel endroit, enfin, le foin, il y avait le four qui était extérieur à la maison, etc. Et tout ça, comment elle serait défait par la résidence secondaire, par des nouveaux usages. Donc il faut préserver ce paysage rural. Et d'ailleurs, à l'époque, les résidences secondaires sont vues comme ce qui détruit l'habitat traditionnel, alors qu'aujourd'hui, ce serait vu plutôt comme les néo-ruraux, comme ceux qui vont le restaurer et le rénover. Dans les années 60, on est dans un moment différent. Et puis, il y a évidemment les toponymes, c'est-à-dire ce qui reste de ce monde ancien, ce sont tous les toponymes qui gardent la trace de cette ancienne géographie. Vous avez des articles, comment dire, sur l'ethno-linguistique, d'ethno-linguistique qui sont tout à fait fascinants, qui vous expliquent comment c'est une étude comparative des années 80, qui vous explique comment, en Trièves, il y a une surreprésentation de toponymes qui ont une dimension qui désignent des faits d'occupation humaine,
parce que comme c'est un territoire indéterminé, les hommes l'ont marqué plus fortement. Alors vous avez certaines singularités. Par exemple, vous avez un toponyme qui est caractéristique du Trièves, c'est Touir, Toire. Ça désigne une rigole recouverte de pierre. Donc dans la toponymie, c'est-à-dire dans les noms de lieux, eh bien, on lit le fait que c'est une terre qui manquait d'eau pour ces raisons naturelles. Et donc les paysans ont construit des rigoles pour tenter d'irriguer, mais sans que ce soit très développé. Vous avez tous les termes qui désignent les sommets, puits, paix. Alors pour l'eau en Trièves, sur les formes issues du latin rivus, rif, riu, que l'on retrouve. Et puis sinon, vous avez tous les faits d'occupation humaine. Ce sont tous les toponymes en AY, Y, I, EUX, qui sont des dérivés, des déformations du latin en us, en ius. Donc on pourrait reprendre cet après-midi, si on fait cela pour l'atelier, on pourra prendre ces cartes qui en derrière, et on pourra lire les toponymes, et les toponymes, on lira tout un monde ancien qui a disparu. Donc voilà, ce sont ces années 1960, et dans ces années 1960, on voit aussi apparaître des controverses, c'est-à-dire qu'apparaissent, toute chose tout à fait nouvelle, des conflits, des types de conflits, que l'ancien langage géographique savait résoudre et que désormais on ne sait pas résoudre. Et dans les articles de ces 20 dernières années, vous avez les conflits qui sont autour du sanglier. Alors dit-on moins présent au Trièves que dans d'autres régions parce qu'il y a une entente agriculteur-chasseur qui est assez bonne. Je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait ajouter à cela les controverses. Eh bien, c'est même tout ce qui se passe autour de ce lieu, la question des sources, la question des bruits, la question des usages. Et là, c'est un signe de ce langage géographique qui a été perdu, qui était un instrument de régulation. Et dans la mesure où on n'arrive plus à parler pour et à faire tenir ensemble dans le langage, eh bien, se multiplient les controverses, c'est-à-dire la contradiction entre des réalités irréconciliables. Enfin, dans ce moment, à partir des années 1960, on peut avoir apparaître des choses qui relèvent de formes de nostalgie, c'est-à-dire la promenade en Trièves comme une nostalgie pour des traces d'un monde ancien et disparu. Le rôle que Giono, la référence à Giono joue ici, même si, alors qu'en réalité Giono, même s'il utilise le Trièves comme cadre de plusieurs de ses écrits, en réalité il y est très peu venu, et c'est un cadre assez conventionnel, en fait, et largement surévalué. Mais on peut aussi, vous voyez, je pense aussi à l'ouvrage récent de Martin de la Soudière, Rapporter le paysage, où il y a un passage où il prend le train que vous avez pris pour venir ici, et il décrit ce qu'il voit à travers la fenêtre, et on voit très bien que c'est cette forme de nostalgie. Je vous lis juste cet extrait, pour voir vous me direz si c'est ce que vous avez ressenti. Donc c'est un géographe qui parle, un géographe formé à l'ancienne géographie dont vous avez parlé, et il raconte à un moment du livre comment il a découvert la géographie à travers un professeur de géographie qui est à l'Institut catholique de Paris, un chanoine, qui leur a expliqué la géographie de tous ces petits pays, et avec une convention rhétorique qui était celle des marges, des choses imprécises où on passe d'un petit ensemble à un autre, où la forme du fromage se modifie, où la forme de toit n'est plus tout à fait la même. Alors qu'écrit Martin de la Soudière quand il prend ce train que vous avez pris ? De mon train, on dirait que les paysages se laissent boire. Surplombé par la montagne, la ligne est un véritable balcon, un belvédère qui conduit la revers à flanc du Vercors, avec vers l'est vue imprenable sur le Trièves, cher à Giono, l'Obiou et le Dévoluy, enfin, avec une allure méditerranéenne déjà, à l'approche de Gap, le Champsaur. Comme dans un film défilent champs et pâturages, inoccupés à cette saison. Versants austères et sombres des montagnes, hameaux et villages bien groupés, disposés à la manière des pièces d'un jeu de construction en bois. Frênes, bouquetot, et puis semblant proches, quoiqu'en réalité pourtant lointains à l'horizon, dans la zone dite intra-alpine, d'autres sommets encore, juste ourlés de la neige de ce début d'hiver, attirants et austères à la fois, plus élevés, 3000 mètres d'altitude. Se tracer cette ligne, y pénétrant à petits pas, à petits cris,
À pas de sénateur, comme aurait dit mon père, notre rame s'y glisse plus qu'elle n'y roule, une manière d'hommage peut-être à la géographie alpine. Vous voyez, la rhétorique est tout à fait dynamique, c'est-à-dire qu'il voit depuis les fenêtres du train un monde qui est immobile, qui a cette nostalgie dans ce langage qui est presque celui de Giono, dans lequel on retrouve ces éléments du langage géographique que je vais donner avec les influences du Sud, tout à fait, et qui est, comme la formule est tout à fait sénile, hameau et village bien disposés à la manière des pièces d'un jeu de construction en bois. Et donc vous voyez comment ce langage géographique républicain, émancipateur et dialectique, est devenu quelque chose qui est en quelque sorte figé, comme les pièces d'un jeu de construction en bois, qu'on regarde depuis les fenêtres de notre train, comme un monde mort, comme un monde auquel on est attaché. Or, tout l'enjeu, et ce qui va nous amener vers ce travail collectif que je proposais d'ouvrir après, c'est de penser un autre type de récit et de langage, parce qu'on est rentré dans un monde où tout s'est mis en mouvement, où tout crée de nouveaux rapports de force, de nouveaux types de conflits. Et bien évidemment, ceci ne suffit pas à rendre compte, et on ne peut pas se contenter aujourd'hui, dans la situation environnementale et politique qui est la nôtre, d'avoir simplement cette manière d'hommage, ce sont les mots de Martin de la Sourdière, cette manière d'hommage nostalgique. Même si, par ailleurs, je partage tout à fait tout le langage qu'il utilise, et je le trouve, extrêmement émouvant, puisque j'ai eu la même formation géographique que lui, avec quelques années de distance, néanmoins. Dernière chose, puis après je vous propose de faire une pause et puis on pourra discuter. Dernière chose, c'est que néanmoins je voudrais revenir au langage géographique dont je vous ai parlé, parce que je ne voudrais surtout pas donner l'impression qu'on pourrait le reconstituer, qu'on pourrait le réintroduire, pour deux raisons. D'abord, parce que si on essayait de le réactiver, ce langage géographique républicain, ça ne pourrait rien donner d'autre qu'une forme de commémoration vide. Repensez à la façon dont le président Macron a abusé de ce langage passé, qui dans ce cas est purement commémoratif, c'est rien que de la communication totalement vide et creuse, et on en voit les résultats. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va pas le réactiver non plus, à moins de faire croire que ce langage géographique désignait des identités fondées en nature. Et vous voyez bien que ce n'était absolument pas le cas, puisque c'était toujours un langage républicain, où il s'agissait de montrer que la nature offrait des potentialités dont les hommes se libéraient pour mieux se réattacher et s'en libérer. Et donc il n'y a jamais rien eu quelque chose qui était des identités. Et d'ailleurs, dans cette littérature géographique, il y a toujours le passage très important sur les migrations, en montrant que ce sont toujours des populations mêlées, pas au sens des nationalités tout à fait qui est le nôtre, mais dans un monde où avoir quelqu'un d'une autre région qui était là, c'était déjà un étranger, et on était déjà presque un étranger d'un village à un autre. Donc la question de l'étranger est tout à fait assimilée. Mon propos n'est pas non plus de se demander si ce discours républicain était bien ou pas, ni même s'il a vraiment existé ou on y a vraiment cru. C'était un langage qui permettait de nommer et de décrire le monde. Il n'a jamais existé de manière pure, personne n'y a jamais cru totalement, mais c'était une manière d'être capable de décrire et de faire tenir les choses, et du coup de s'orienter. Et c'est bien ceci qui a disparu. Et pour expliquer pourquoi ça a disparu, je voudrais faire un dernier point avant la pause, c'est qu'en fait ce récit unificateur, il avait une très grande faiblesse. Il arrivait à faire tenir ensemble toutes les entités qu'il y avait sur un territoire, des moraines, des pitons rocheux, des ovins, des formes de maisons, des êtres humains qui vivaient là, des plantes. Mais néanmoins, il avait une grande faiblesse, c'est qu'il ne saisissait pas le changement. Il ne saisissait pas le changement, et quand on reprend ces articles, quand on les lit les uns à la suite des autres, on voit bien qu'en réalité, ce monde qu'il décrit comme immobile, il n'arrête pas de se transformer. Et à chaque fois qu'il se transforme, il y a la tentation de faire croire, de considérer que ça a toujours été un peu comme ça. Et je prendrai quelques exemples pour vous montrer l'ampleur des transformations sur des périodes un peu plus longues. La question des ovins est tout à fait intéressante.
Roquebin, en 1922, dit de manière très nette « Le Trièves n'est pas un pays d'ovins. » N'est pas un pays d'ovins, pourquoi? Parce que le Trièves n'est pas polarisé par la montagne. Les ovins, c'est la montagne. Or, le Trièves, c'est une dépression qui va vers le sud et vers le nord. Dans la même revue géographique alpine, un autre géographe, Drogue, publie un article en 1950, c'est pas très loin, 1922, donc 28 ans après, et il commence en disant « Le Trièves est un pays ovin, et a toujours été un pays ovin ». Et il prend, par exemple, pour montrer, en fait, en réalité, entre les deux, vous avez des transformations en 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, c'est profondément transformé le mode d'occupation des sols, les revenus, les agriculteurs, les relations humaines. Et je vous donne juste un chiffre, parce que j'ai tombé, il y a peu de données sur Cornillon, mais là, j'en ai trouvé une. Cornillon, c'est la statistique, le nombre d'ovins pour 100 habitants à Cornillon. Le nombre d'ovins pour 100 habitants à Cornillon, en 1850, c'était 590 ovins pour 100 habitants, plus d'ovins que d'habitants. Eh bien, en 1950, c'était passé à 1450. Donc, vous voyez, en 30 ans, le nombre d'ovins par habitant est multiplié par 3. Ce qui suppose qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose, ce n'est pas le même paysage, ce n'est pas les mêmes orientations, ce n'est pas le même flux, et ça, ils ne sont pas capables d'en rendre compte. Si on prend la question de l'agriculture, Roquebin dit la répartition des cultures, eh bien en fait, elle n'a pas changé pendant des siècles. Jusqu'à la Révolution, en Trièves, on faisait du blé et du seigle, comme tous les pays d'Ancien Régime. Mais, dit-il, elle s'est modifiée au cours du XIXe siècle. Le trèfle et le seigle sont remplacés, le blé et le seigle sont remplacés par le trèfle, le sainfoin, la luzerne, la fenasse, qui est quelque chose ici, qui est un ensemble, un conglomérat de graminées, qui est utilisé, ce sont des graines, c'est quelque chose d'assez rémunérateur. Mais, dit-il, vous voyez, en fait, il se raccroche, il ne faut pas que le monde ait changé. Il dit, bon, certes, ce ne sont plus tout à fait les mêmes plantes, mais il n'en est pas résulté de transformation radicale dans le genre de vie. Le paysan du Trièves reste avant tout un agriculteur. L'irrigation est peu pratiquée. Et donc, de fait, quand les engrais et les machines commencent à arriver, ces articles-là sont incapables de rendre compte de ce monde qui est celui de la modernisation, qui va transformer complètement, et qui va balayer ceci. Si on prend l'industrie, nous disent-ils, dans le Trièves, il n'y avait pas de conditions physiques favorables, l'agriculture n'était pas très prospère, donc il fallait un peu d'industrie, très tôt, mais il n'y avait pas de grande spécialisation. Donc c'était juste un supplément de ressources, et là aussi, on ne perçoit pas. Les voies de communication, c'est tout à fait intéressant. Alors là, il y a bien un changement très net. C'est l'arrivée de la voie ferrée que vous avez empruntée, 1878. Elle est inaugurée en 1878. C'est la voie ferrée qui va inverser. Jusque-là, le Trièves est tourné vers le sud, le Diois, Gap, etc. Et c'est la voie ferrée qui va l'orienter vers Grenoble et qui va transformer les migrations, etc. Enfin, dernier élément que l'on pourrait donner dans ces modifications pour montrer comment cette ancienne géographie aurait été incapable de comprendre des modifications plus profondes, elle aurait été incapable de rendre compte de la globalisation, de ce qu'on appelle mondialisation. Et je prendrai un exemple du Trièves que vous connaissez bien, c'est l'exemple de Montclair. Montclair, les fameuses doudounes. Montclair a été créé, c'est la contraction de Monetier de Clermont, Monetier-Clermont, c'est ce qui a donné Monetier-Clermont. Donc c'est cette géographie que je vous ai décrite, un petit pays qui a des ressources agricoles, fragiles, qui donc du coup doit avoir des compléments industriels, sans pouvoir se spécialiser dans une grande branche, et qui développe une culture qui est celle du chanvre et de la ganterie. Donc vous avez des gens qui sont capables d'assembler. Et vous avez deux frères qui, en 1920, à Monetier de Clermont, créent un petit atelier. Ils se fâchent rapidement, 2 ans après, ça devient 2 ateliers. Et ils ont une dizaine d'employés qui sont capables de coudre, qui savent bien coudre. Et avec le développement de l'engouement pour le ski,
qui touche d'ailleurs le Trièves. Le Trièves a une des premières compétitions de ski en 1908, j'ai trouvé, au moment où il y avait encore plus de neige qu'aujourd'hui. Eh bien, ils se rendent compte qu'avec ces gens ces ouvrières qui sont compétentes pour coudre, eh bien, on peut faire des éléments matelassés dans lesquels on va coudre de la plume, pour faire des vêtements plus légers, puisqu'au départ, les premières générations de skieurs avaient des vêtements en laine très très gros et très lourds, qui n'étaient pas très très commodes ni pour l'ascension, ni pour le ski. Montclair est créé en 1952 à Monetier de Clermont, mais dès 1954, l'entreprise part à Grenoble, et après, vous connaissez l'histoire, le rachat par les Italiens, cette marque mondiale, etc. Et vous voyez, c'est quelque chose dans lequel cet ancien langage géographique aurait été incapable de rendre compte, puisqu'il y a tout simplement plus d'attachement de cette mondialisation, et cette marque qui est vendue dans le monde entier. Voilà. Alors on me dirait, on pourrait prendre un contre-exemple dans le secteur, l'autre grand concurrent, rester plus attaché. Moi, je suis plutôt Pyrénex que Montclair. Pyrénex est resté beaucoup plus basque, réellement basque que Montclair, mais c'est une autre histoire. Voilà. Donc là, il n'aurait pas été capable de le dire. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est après une pause, dans un troisième temps, disons, plus collectif, est-ce qu'on pourrait réinventer un type de langage qu'on pourrait appeler géopathique, parce que c'est le mot, comment dire, que l'on a, qui pourrait réinventer une autre manière de faire tenir les choses ensemble, en ayant un langage qui soit à la fois descriptif, heuristique, scientifique, et puis aussi politique, avec un corps qui soit, disons, géographique, scientifique et politique. J'ai quelques propositions à vous faire pour cela, mais est-ce qu'on fait une petite pause? Oui, une petite pause. Voilà. Alors c'était rapide sur le trivial, c'est très rapide. Une petite précision par rapport à une question qui m'a été posée. Enfin, j'ai pas assez explicité l'importance du fait protestant ici, dans l'article de Blanchard de 1941, quand il parle de l'apport de ces hommes du Sud qui font Grenoble et l'industrie. En fait, il parle des protestants, et je vous donne une idée de ça. Je vous cite juste une phrase. Il existe non loin de Grenoble un tempérament du Sud, à la fois passionné et pratique, dissimulant sous la froideur et la finesse une ardeur qui peut aller jusqu'à la violence. En fait, il désigne les protestants. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ce sont ces protestants qui font les milieux d'affaires, qui vont pas que, mais... Alors, autre chose aussi dont j'ai parlé un petit peu rapide, que je n'ai pas tellement développé, c'est l'importance de l'artisanat. Mais rappelez-vous, donc le Trièves est caractérisé, il n'y a pas de grands secteurs industriels de spécialisation, mais il y a un peu de tout. Donc il y a effectivement des secteurs d'artisanat dont la capitale est immense. Il y a le gant, il y a le chanvre, il y a les toiles, il y a les clous. Et tout ça est pris dans les migrations, puisqu'on vient du sud en venant du Diois, même de Marseille. On apporte du vin, on apporte de l'huile d'olive, et on achète ici des clous, des gants, des toiles, et voilà. Donc l'histoire de l'artisanat fait partie complètement de ce territoire. Alors, ce que je vous propose, et il y a autre chose aussi dont je n'ai pas parlé. J'avais un chiffre qui était assez intéressant. Voilà. Oui, pour vous donner aussi une idée je vais l'utiliser maintenant, pour une idée de ces transformations du territoire. En fait, donc je viens maintenant. Qu'est-ce que serait un récit géopathique? Ce serait quoi? Je vous propose juste quelques pistes, puis après on discute, on essaye d'élaborer ça ensemble. D'abord, première chose, je dirais, c'est qu'on assiste depuis 2 décennies à une transformation profonde des conditions d'existence. Or, il se trouve qu'il nous manque les outils pour décrire la transformation de ces conditions d'existence. C'est en ce sens-là que je comprends les ateliers Où atterrir, que je comprends ce que je fais avec des collègues au Bernardin, ce que font les architectes de leur côté, etc. Et dans ces transformations des conditions d'existence, un des enjeux profond, c'est la transformation des territoires
qui ont lieu en ce moment et depuis le début des années 2000, dont on voit et la difficulté à en rendre compte se traduit politiquement aujourd'hui de manière tout à fait dramatique. Donc il y a une première proposition, si on voulait travailler de manière géopathique sur le Trièves, ce serait de documenter et de décrire la transformation profonde des conditions d'existence depuis 2 décennies. Je vous prends quelques critères, notamment des choses que j'ai entendues en discutant hier très rapidement, pourtant avec Cécile, hein, mais on pourrait regarder les conditions d'existence, c'est étudier la transformation, le rapport entre résidence secondaire et résidence principale, l'évolution du prix du foncier, la difficulté aujourd'hui à se loger, par exemple la difficulté aujourd'hui à se loger en Trièves, l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est une transformation profonde des conditions d'existence par rapport à ce moment de la modernisation dont je vous ai parlé, où les maisons se vidaient, tout le monde partait. On pouvait acheter ce qu'on voulait, où les maisons n'étaient plus entretenues, enfin bon. Donc là, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. On pourrait prendre des chiffres aussi très simples, comme par exemple le nombre d'habitants. Je vous donne une idée du nombre d'habitants. Le nombre d'habitants en Trièves, sur plusieurs siècles, il est resté assez bloqué. Mi-18e, c'est 6500 habitants pour l'ensemble du Trièves. C'est toujours la même chose en 1920. Hein. Pardon, il y a un changement entre les deux. 1920, oui, non, pardon, je me trompe. Donc 6000 habitants en 18e, 6000 habitants en 1920, et pardon, entre les deux, il y a une transformation, c'est que c'est monté jusqu'à le Trièves. Le maximum qui a été atteint, enfin dans ce que j'ai lu sur les études historiques, c'est 1846, 9400 habitants en Trièves. Donc vous voyez, vous avez des variations. Et on pourrait regarder aujourd'hui la population de Trièves. Et c'est important parce que le nombre d'habitants, ça change beaucoup de choses. C'est des gens qu'il faut nourrir, c'est des gens qui rejettent des déchets, c'est des gens qui font des liens sociaux. C'est un critère très très simple, mais qui permet de saisir beaucoup de choses. Ce maximum de 1846 avec 9400 habitants, il est tout à fait intéressant parce que 1846, c'est l'année de la disparition du loup en France, définitive, avant son retour, parce que ça veut dire mi-19e siècle, c'est le moment maximal d'occupation humaine, de densité humaine de tous les territoires ruraux, et notamment de la moyenne montagne. Et c'est là que le loup disparaît, parce que le loup n'aime pas être proche des êtres humains, et donc les territoires sont trop transformés, trop habités, et le retour de loup, c'est la conséquence de cette décrue démographique très très forte qui s'amorce à partir des années 1960, où le loup est revenu parce qu'il y avait à nouveau de la place pour lui. Donc vous voyez, dans les critères, Cécile me disait aussi le nombre de naissances, les crèches, tout ça, et ce sont toutes ces choses qui sont les conditions d'existence qu'il faut décrire. Les maires, qui sont les maires aujourd'hui, d'où ils viennent, est-ce que ce sont des gens du territoire, est-ce que ce sont des gens qui sont venus de Grenoble, les emplois, les origines de la population. Tous les territoires français aujourd'hui connaissent des transformations très très profondes de ces conditions d'existence, et faute de les avoir documentées, et faute d'avoir un langage qui le fait tenir ensemble, eh bien on a aujourd'hui cette crise politique que l'on a, qui est une crise profonde, des territoires, d'écart entre les grandes métropoles et le reste, les territoires urbains, les territoires périurbains. Et je vous donne juste un exemple de cette difficulté, de ce retard à décrire la transformation des conditions d'existence. Regardez comment on est rentré depuis la première élection de Trump, j'espère la dernière, mais disons la première élection de Trump, la Covid, dans un phénomène de déglobalisation, alors que toutes les sciences sociales, depuis 2 décennies, ne travaillaient que sur la globalisation. Donc ça veut bien dire que c'est difficile de décrire la transformation des conditions d'existence en temps réel. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles et qui ne sont pas repérées. Donc c'est une première proposition. Il y a cette dimension empirique très, très forte. La deuxième proposition de ce nouveau langage à créer, c'est un langage qui soit capable de comprendre la mise en mouvement des entités à de nouvelles échelles de temps. Repensez à ce vieux langage géographique. Le monde physique était stable. La végétation bougeait un petit peu.
mais sinon c'était les grands équilibres. Et qui bougeait, c'était les êtres humains. Et aujourd'hui, on a exactement une inversion. En fait, c'est la société qui ne change pas assez vite. Alors que dans tout l'ancien langage géographique et historique, c'était toujours la société qui changeait plus vite que les conditions matérielles d'existence. Alors qu'aujourd'hui, si on devait utiliser la formule brodélienne des prisons de longue durée, les prisons de longue durée, c'est le mental en fait. Hein. C'est ça qui se transforme moins vite. Ça renverse complètement la question des rapports entre le futur et le passé aussi. Et ces nouvelles échelles de temps, c'est comme cela que moi c'est la raison comme historien de ma fascination pour les zones critiques. Les zones critiques décrivent un monde qui est en mouvement, ou qui se remet en mouvement, ou qu'on ne voyait pas en mouvement comme il l'était, eh bien, avec des processus biogéochimiques, et il faut réussir à faire tenir tout ça ensemble. Enfin, dernière chose, c'est que, est-ce que la géopathie a comme objectif de créer un horizon d'attente, la vision de quelque chose qui est devant nous? Quel serait ce quelque chose qui est devant nous? Je pense pour ma part que ce n'est pas forcément le futur, mais c'est peut-être d'autres choses, et que ce qui est devant nous, c'est plutôt des fantômes, c'est plutôt un passé à habiter, enfin bon, mais on pourra en discuter plus longuement. Et on pourrait reprendre la façon dont ce territoire, ce Trièves, il est peuplé de tout un tas de fantômes, de choses qui ont existé, et qui sont très très différentes même de l'idée que l'on en a nous, que vous en avez. Il y a un article dont je n'ai pas parlé, hein, mais qui est assez fabuleux, un article des années 20, qui est un article sur la ligne de chemin de fer qu'un certain nombre d'entre nous avons emprunté, et qui décrit un monde qui n'a pas grand-chose à voir, notamment un monde industriel, avec le charbon de mur, 300 000 tonnes de charbon par an qui étaient amenées transportés par cette ligne, le charbon de bois, qui était extrêmement important, toute l'industrie, et on pourrait refaire ce trajet en chemin de fer pour faire ressurgir tout ce monde oublié, tous ces fantômes aussi industriels, d'artisanat qui sont là, hein, et qui font la façon dont on habite un territoire. Parce qu'habiter un territoire, c'est pas simplement l'habiter avec le vivant, mais c'est l'habiter avec tout ce qui a existé, tous les existants. Hein, et les nouvelles personnes, les nouvelles entités qui arrivent et qui se déplacent. Voilà un peu mes 3 propositions très, très rapidement pour ne pas monopoliser, puisque je pense plus important que l'on ait une sorte de discussion collective. Et donc je lance le débat. Qu'est-ce que serait aujourd'hui de réinventer un langage géopathique, entre guillemets, qui soit capable de décrire un territoire, ses conditions d'existence, de faire tenir ensemble, et de rendre sensible, tout en rendant compte de cette terre qui souffre et de ces êtres humains qui souffrent en même temps.